Salut tout le monde. Comment ça va? Vous allez bien? Salut, salut. Alexia, salut, comment ça va? Salut Rita, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ritacha. Salut à toi. Yuzri, salut. Yuzri, t'es au parc Astérix, j'ai vu. J'ai vu que t'étais au parc Astérix, je suis allé sur Instagram là vite fait, j'ai vu que t'étais au parc Astérix. Salut Dali. Salut, mais salut Elise. Bah oui, écoute, Elise, moi je me suis dit qu'on allait parler de toi ce matin. Ah oui. Merci Yousri pour ton réabonnement. Merci beaucoup, mon ami. Profite bien de tes vacances. Je sais pas si t'es toujours en vacances d'ailleurs. Mais si t'es toujours en vacances, Yousri, profite bien de tes vacances. Yousri, il fait des petits vlogs, hein, les amis. On en avait déjà parlé. Tu peux redonner ta chaîne YouTube hein, si vous voulez voir la tête de Yousri. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube que tu vas nous redonner là tout de suite maintenant. Et il fait des petits vlogs, il voyage. Et des fois, c'est toujours marrant de. Voilà, vous avez sa chaîne YouTube là, Yuzri Zamouri. C'est toujours marrant de voir des fois la tête de certains pseudos avec qui on discute sur Twitch ou sur YouTube. Et il y en a que vous pouvez voir leur tête parce que soit ils ont des comptes Instagram actifs, ou soit ils font des vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller suivre les vidéos de Yuzri, à lui mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir, je pense. Hein, quand on commence sur YouTube, on est toujours content d'avoir des petits commentaires à droite à gauche d'encouragement, donc n'hésitez pas à aller le faire. Et j'espère, Yuzri, que tu as passé de bonnes vacances. Salut Amy, salut Marvini. Salut tout le monde. Écoutez, ça me fait plaisir de vous voir ce matin, ce mardi matin. Quel mardi matin est-on? Aujourd'hui, nous sommes quand? Le 2 juillet 2024. C'est notre dernier live du matin parce que l'été arrive, hein, voilà, les vacances d'été arrivent. Hein. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, sachez que les vacances scolaires commencent le vendredi 5 juillet, donc voilà, à partir de samedi, à partir de lundi prochain, vous aurez des enfants partout, dans les centres commerciaux, quand vous irez faire vos courses, vous direz mais pourquoi il y a autant d'enfants aujourd'hui? Bah oui, parce que c'est les vacances les gars, c'est les vacances. Donc voilà, nos enfants à un moment donné, voilà, vont rester à la maison ou en centre aéré ou chez papy et mamie, jusqu'au mois de septembre, voilà, c'est parti pour les grandes vacances d'été. Donc nous, pour les lives, les lives du matin n'auront plus lieu, donc le lundi matin et le mardi matin, on arrête, hein. On arrête jusqu'à la rentrée de septembre, et on continuera donc les lives plutôt le soir, donc à savoir quel rythme on va adopter pour l'été, ça je ne peux pas vous le dire tout de suite. Ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine-là, la semaine qui arrive, je vous donne donc les rendez-vous à suivre, c'est le jeudi soir. Bibou, elle sera peut-être pas là jeudi soir pour les Sims d'ailleurs, parce que je crois qu'elle a une réunion, donc je serai avec vous. Voilà, je serai avec vous. Rendez-vous, bien évidemment, c'est ce soir, hein, ce soir avec Bibou, à 20h30. On sera en live avec Bibou ce soir à 20h30. Moi, je serai en live avec vous à 20h jeudi. Et je vous donne également rendez-vous, enfin à 20h30, pardon. Et je vous donne également rendez-vous à 20h30 dimanche. Dimanche soir, live spécial, second tour des élections législatives. Donc, en fait, à 20h30 dimanche soir, je vais brancher Twitch. Salut Angel. Donc venez faire un petit coucou dimanche soir, on va regarder tous ensemble les résultats des élections pour voir un petit peu comment notre Assemblée nationale Bref, voilà, comment ça va se passer quoi. On sait pas. Est-ce que la gauche va réussir à dépasser le RN? Est-ce que le RN va réussir à garder sa petite avance? À savoir que l'avance du RN par rapport à la gauche, c'est un peu amoindri, hein. Ils ont affiné un peu les résultats, ils avaient dit 33% et 28%, 33% pour le RN et 33% pour la gauche. Non, enfin bref, non. 33% pour le RN et 28% pour la gauche, les résultats du premier tour, et 20% pour Macron. Ça s'est un peu affiné, hein, c'est plus du 29% pour la gauche, 31% pour le RN, donc c'est quand même assez kiff-kiff, un peu coup de coude là. Donc à voir, est-ce que la gauche va réussir à passer devant? Salut Jazz Blaze. Est-ce que le RN va réussir à garder son avance? Donc ça, ce sera dimanche soir à 20h30. Dimanche soir à 20h30, on va regarder tous ensemble les résultats du premier tour et on en discutera. Et si vous n'avez pas envie de discuter de politique dimanche soir, vous pouvez quand même venir et puis raconter une blague pipi caca. On veut parler de la tête à Toto, on parlera de ce que vous voulez dimanche soir. Hein. Voilà, bien évidemment.
Donc je compte sur vous, hein. Les 3 soirs, là, hein, mardi, donc ce soir, jeudi soir et dimanche soir, c'est votre programme de live de la semaine. Ce matin, on est tous ensemble jusqu'à 11h30. Moi, il faut que je parte à 11h30. Parce qu'on a... je vais faire le portage de repas des petits... des papis et mamies. Enfin, des papis plutôt. Il n'y a plus que des papis maintenant là qui prennent les repas dans mon village. Donc, il faut que je vous laisse à 11h30. Donc, je vais essayer de bien faire les choses ce matin pour respecter mon timing. Les lives du soir, Amy, c'est 20h30 tous les soirs. Hein. Mardi, jeudi et dimanche, c'est 20h30. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde de garder un horaire fixe le soir. Putain, j'ai un problème avec mon gestionnaire de pub. Moi, ça me gonfle. Bon. Je vais faire différemment. Ah bah, j'ai lancé la musique des Sims sans faire exprès. Ceux qui suivent pas les live Sims, allez les suivre, c'est très rigolo. C'est très rigolo, c'est le jeudi soir. Vous les avez également en replay si vous êtes abonné Twitch. Hop, on éteint la musique Sims parce que là on n'est pas là pour jouer ce matin. Non, là donc ce matin c'est live argent. On est mardi 2 juillet, donc live argent. Là je vais pas vous partager de bons plans ou de qu'est-ce qui va changer pour votre argent au mois de juillet. J'aurais pu vous faire ça parce qu'il y a des petits changements pour votre argent au mois de juillet, mais vous irez les chercher tout seul. J'aurais pu vous parler de conseils pour mieux investir, de ci, de ça, non. Là, ce matin, on va pas parler de ça. Ce matin, je vais vous partager l'avis d'Élise, qui est avec nous sur le chat ce matin. J'espère que tu vas pouvoir rester, Élise, pour compléter peut-être certaines choses, voilà, si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Merci à vous, hein, tous ceux qui seront présents mardi soir, jeudi soir et dimanche soir. Ça sera vraiment cool. Mais ce matin, voilà, je vais vous partager l'avis d'Élise, qu'elle m'a partagé. Donc, elle m'a envoyé 2 mails. Et dans son mail, elle a pris du temps pour me raconter toute sa vie, hein, de sa naissance à sa vie de maintenant. Élise, elle a 33 ans. Ou 37, je ne sais pas. Je sais pas si c'est son chéri qui a 33 ou si c'est elle qui a 33. Ils ont 33 et 37 ans, voilà. Et donc, je vais vous partager un petit peu sa vie, enfin leur vie. Et comme vous avez vu dans le titre, elle n'a pas eu une vie, je veux dire, classique. Hein. Sa vie a été quand même semée de pas mal d'embûches. Ça permet de se remettre en question quand on a une vie un peu lisse, comme la mienne, par exemple. Moi, j'ai une vie très lisse, avec peu de problèmes. Et ça permet aussi de se remettre en question quand on a une vie... Des fois, on s'accroche à chaque difficulté de sa vie, et des fois, on s'accroche à tous les petits problèmes, et on voit très très souvent le verre à moitié vide, plutôt que de le voir à moitié plein. Et là, le témoignage d'Élise que je vais vous partager ce matin, j'espère qu'il va en inspirer beaucoup. Et en tout cas, moi qui ai déjà un peu cette philosophie de vie de me dire mon verre il est toujours à moitié plein, peu importe les petites difficultés que je vais rencontrer, je vais toujours réussir à me dire bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ok, ça c'est pas bien, ça me pose problème, ça me stresse, mais j'arrive toujours à me raccrocher aux choses positives. Ça c'est ma personnalité, je suis né comme ça, donc j'ai aucun mérite. Ma femme à l'inverse, elle a plus tendance à avoir un peu plus de difficultés à voir les choses positives, même si elle est beaucoup plus souriante dans la vie, mais c'est vrai que quand elle va avoir une contrariété, ça peut beaucoup plus la miner que moi. Et il y a des gens dans leur vie, ils ont des petites contrariétés, et c'est pas que ça les mine, mais c'est que ça les angoisse au quotidien, ils n'arrivent pas à faire des choix, ils n'arrivent pas à prendre des décisions, ils rentrent dans des états des fois dépressifs, alors que c'est vrai que quand tu regardes de l'extérieur, tu pourrais te dire mais ça va, il y a pire, donc tu as envie de dire à ces gens-là, écoute, regarde, il y a pire, toi tu as des difficultés, mais tu peux peut-être essayer voilà, trouvons des solutions tous ensemble. Et il y a des gens, ils n'arrivent pas à ça, ils n'arrivent pas, vraiment, ils connaissent, ils ont une vie, il y a beaucoup de gens autour de moi vraiment qui subissent leur vie, t'as l'impression que le train passe mais qu'ils n'arrivent pas à monter dedans, ils loupent toujours le wagon de leur vie et puis ils sont toujours un peu à la traîne, ils courent derrière le train comme ça, ils courent derrière le bonheur, ils courent derrière
la zénitude, ils courent derrière, mais ils y arrivent pas. Ils y arrivent pas parce que soit ils sont dépassés par leurs enfants, par leur travail, par eux-mêmes, par leur couple. Ils ont plein de petites difficultés qu'ils additionnent comme ça. Et en additionnant le négatif, et bah, t'arrives difficilement à ressortir du positif quoi, dans l'histoire. Et ces gens-là, moi, c'est ce type de profil-là que moi, j'ai jamais aidé. Même si moi, bah, j'ai aucun mérite parce que bah, ma personnalité fait que je vois toujours le positif partout et que le train, j'arrive à monter dedans en fait parce que j'ai une personnalité opportuniste. Et le train, en fait, même s'il est sale, qu'il pue, bah, je vais monter dedans parce que je vais dire, bah, ce train, il pue, il est sale, mais il m'emmène à une destination qui est super. Alors qu'il y a des gens, ils sont pas opportunistes, et pour moi, opportuniste, c'est pas un défaut, d'ailleurs, c'est une qualité. Et j'arrive à saisir les opportunités, mais j'ai aucun mérite, hein, parce que c'est ma personnalité, je suis né comme ça. J'arrive à saisir les opportunités, j'arrive à m'adapter, et donc c'est beaucoup plus très facile pour moi. C'est vraiment très simple. Mais il y a des gens pour qui c'est très compliqué ça. Et là, donc, Élise, je vais vous partager sa vie, et peut-être que sa vie, merci à toi, Élise, encore une fois, m'avoir envoyé ce long mail. Peut-être que sa vie à Élise, ça va vous permettre de vous dire, ben, on va vraiment quand même, on va pas faire de la philosophie de comptoir, là. On va essayer de se centrer aussi sur l'aspect financier hein, de la vie, sur l'éducation financière, sur comment gérer son argent, comment se faire soi-même aussi. Et vous allez voir que Élise, elle a réussi à se faire elle-même. Elle est propriétaire maintenant, elle n'a pas de crédit, elle a payé sa maison au cash, sans crédit, hein, ça c'est très très rare à 33 ans d'être propriétaire d'une maison sans crédit. Elle a déjà acheté 5 maisons avant d'avoir sa maison, bref. Donc, tout en ayant eu une enfance très chaotique. Et encore, chaotique, c'est pas un mot suffisamment fort pour décrire ce qu'elle a vécu. Donc je vais vous partager ça ce matin, et j'espère que ça en inspirera beaucoup d'entre vous. Juste avant, je voulais vous faire une petite introduction. On a eu cette discussion ce matin avec Bibou, là. On a des artisans chez nous actuellement, et il y a un jeune parmi eux, c'est un apprenti donc, il est en apprentissage, il a 20 ans je pense, le gars, et il est passionné. Oui, ça va être intéressant, Dali, tu vas voir, ce matin ça va être vraiment cool ce live. Et donc le jeune, là, l'apprenti, il a une vingtaine d'années, et je le trouve ultra attachant, ce jeune, parce qu'il est passionné par son métier. Donc là, c'est des paysagistes qu'on a chez nous actuellement, et donc ils ont un apprenti de 20 ans, et là, ils refont notre terrasse. Et donc le jeune, bah, je le vois qu'il est en apprentissage et il veut bien faire les choses. Il a son chef qui lui dit de faire les choses, il les fait bien, avec soin, soigneusement et tout. Des fois, il est tout seul sur le chantier parce que son chef part pour aller rechercher des matériaux, si ça, il revient. Donc le jeune, il est tout seul, il a une liste de tâches à faire et tu vois qu'il est appliqué, qu'il est sérieux. Il connaît tous les termes du monde du paysagisme. Voilà, là, il me parle du gravier, de trucs de ci, de ça, il va me coller du carrelage, il est en train de me faire un joint sable sur le carrelage, alors il m'explique c'est quoi un joint sable, il m'explique c'est quoi une dalle, on va poser de la résine, alors il m'explique la dameuse à quoi elle sert, il m'explique tout, je lui pose des questions, il est passionné, il est bah, vraiment comme un gosse, bah, c'est un gosse le gars, il a 20 ans, c'est un gamin, et il est passionné par ce qu'il fait, ça se voit, ça doit faire peut-être, je sais pas, quand tu commences l'apprentissage, c'est quel âge? 16 ans je pense, c'est à 16 ans que tu commences l'apprentissage, enfin tu peux commencer à 14 mais je pense que c'est plutôt à 16 ans quand même que tu... Ouais, on va dire que ça doit faire 3-4 ans qu'il fait ça. Et vraiment, il est passionné. Je sais pas s'il fait bien les choses, parce que moi, j'ai pas les détails techniques et tout, mais j'ai ressenti dans ce jeune vraiment une envie, une passion de son métier et une connaissance technique et surtout vraiment un grand amour pour ce qu'il fait. Je lui ai demandé s'il préférait faire de la création ou plutôt faire de l'entretien de jardin, etc. Et on a discuté, il m'expliquait un peu les différences et tout. Bon, je l'ai peut-être un peu retardé dans son travail, mais vraiment, il était vraiment passionné. Et on discutait de ça avec Bibou et on se rend compte qu'il y a des artisans, et dans tous les métiers c'est pareil, passé un certain âge, ils ont plus cette passion. Ouais, il y a des artisans, je me rappelle, ils étaient venus chez nous, je leur posais des questions techniques, parce que ça m'intéressait, juste pas parce que j'ai envie de savoir comment ils font, mais juste ça m'intéresse de comprendre leur métier, comment fonctionne une pompe à chaleur par exemple. Et ben il y a des gens, ils te répondent pas, ils ont pas envie de te répondre, ils
ils sont pas souriants quand ils viennent travailler, ils viennent chez toi, mais tu as l'impression que ça leur fait mal aux fesses de venir, ils sont blasés, ils sont fatigués, et je vous parle pas de gens de 55 ou de 60 ans, je vous parle de gens de 35, 40 ans, et donc on se disait avec Bibou ce matin, si vous êtes dans votre métier et que ça fait 10 ou 15 ans que vous faites ça, je parle vraiment là des gens qui ont 35, 40 ans, 35, 40 ans c'est un peu l'âge charnière je trouve, où à un moment donné tu te dis j'en ai marre de ma vie, faut que je fasse autre chose. Si vous êtes dans cette réflexion-là et que vous avez plus cette passion pour votre métier, que vous avez plus cette envie d'aller travailler parce que vos collègues vous saoulent, parce que votre lieu de travail vous saoule, parce que ça vous énerve d'aller sur le périph' parisien avec votre voiture pendant 1 heure, bref, s'il y a quelque chose qui vous énerve dans votre vie, attendez pas encore 5 ou 10 ans de plus. Vraiment, là, c'est vraiment le petit message de l'intro de ce matin. Faites des choix pour retrouver une passion, retrouver du bonheur, retrouver l'envie d'aller travailler ou l'envie de vivre tout simplement une journée heureuse. Si on va travailler et que que la journée elle nous passe devant et que quand on rentre chez soi le soir on est épuisé et qu'on n'est pas heureux, qu'on a le sentiment que notre journée elle n'a pas servi à grand chose en fait. On est juste allé travailler pour gagner de l'argent et puis on est blasé. J'ai envie de vous dire, des métiers alimentaires, il y en a plein. Hein. Donc, si vous êtes blasé par le fait de travailler à Super U et de mettre des surgelés en rayon, eh ben, vous pouvez changer tout simplement d'enseigne. Voilà, vous vous dites, voilà, j'en ai marre, je change de coin, je vais faire autre chose, je passe à la caisse, ou je vais faire plutôt du ménage, ou je change de rayon. Des fois, des petits changements comme ça suffit. Vous n'avez même pas besoin de changer d'entreprise. Et ce jeune-là, moi, ça fait 4 jours qu'il est chez nous, je le trouve super, super agréable et j'aimerais que tout le monde, qu'on ait tous, pas tous les jours, hein, cette joie de vivre, hein, mais que si à 40 ans vous vous rendez compte, vous vous dites, mon métier, en fait, ça fait 10 ans que je le subis et 10 ans qu'il me saoule, essayez de réfléchir à un truc que vous pouvez changer. Soit votre lieu de travail, soit juste votre rayon, si vous êtes en grande distribution. Moi, j'ai travaillé en grande distribution. Changer de rayon, ça change votre vie. Hein. Moi, j'étais aux fruits et légumes. Si tu passes des fruits et légumes au surgelé, ta vie, elle est plus la même. Hein. Vraiment. Hein. Si tu passes du surgelé à l'épicerie ou au bazar, ta vie, elle est plus la même non plus, parce que tu travailles plus dans le froid, par exemple. Moi, j'étais en fruits et légumes et j'ai fait 2 ans en fruits et légumes. J'ai des collègues en grande distribution, ils sont passés en 2 ans du surgelé à l'épicerie, au vin. Je veux dire, si tu peux faire ça, vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, c'était mon petit message d'introduction. Là, il y a une petite pub qui va commencer, donc c'est parti. Et puis après, Élise, je vais vous partager la vie d'Élise. Vous allez voir, quand j'ai lu son témoignage, j'ai eu un petite montée d'émotion quand même. Donc, j'espère que je vais réussir à vous le lire calmement, sa vie, sans être trop ému. Voilà. Allez, c'est parti dans 1 minute. À tout de suite. Ok. Merci à vous, les amis, d'avoir regardé cette petite minute de publicité. Merci beaucoup. Yousri, j'ai ouvert ta chaîne YouTube. Je regarderai ta vidéo tout à l'heure, juste après. Je vais l'ouvrir là, comme ça. Voilà. Yousri Zamouri, n'hésitez pas à aller voir sa petite chaîne de vlog. Il a mis un vlog en ligne il y a 2 jours. Non, même pas, il y a 11 heures. Il y a 11 heures. N'hésitez pas à lui faire des vues, à lui mettre des petits pouces en l'air, il sera content. Et donc là, il a mis un vlog Yousri sur son week-end au parc Astérix. Voilà. Il commence, Yousri, c'est sa 2e vidéo vlog. Et donc, soyez indulgents. Soyez indulgents avec lui. C'est pas facile de faire des vlogs. Il y a Dali qui nous dit, moi aussi je suis en train de changer de métier, je prospecte, bravo à toi Dali. Il y a Amy qui dit, moi j'ai 40 ans cette année, je suis méga optimiste, mais je sens clairement ce besoin de changement, d'où l'idée de l'expat. Heureusement j'ai ma passion sport et mes cours, c'est un gros kiff. Voilà, non mais après c'est sûr que voilà. Quand on est prof de sport, il vaut mieux être positif. Il y a Pauline qui nous dit, moi j'ai 30 ans, j'aimais encore mon boulot, mais j'ai envie de nouveautés et je suis dans le changement. Bravo à toi, Pauline, c'est bien de penser à ça déjà. Maë qui dit, est-ce que c'est mieux d'acheter cash sa maison ou de le faire un crédit, d'acheter cash sa maison si on peut ou de faire un crédit selon toi? Alors, si tu veux, j'irai répondre à ta question après avoir lu le témoignage d'Élise, que je vais vous lire tout de suite. Maintenant, c'est parti. Et Élise, alors je vais le mettre en grand, comme ça, ce sera plus simple pour moi. Parce que mes petits yeux de petit vieux, là, à un moment donné... Voilà, comment qu'on fait pour mettre en grand comme ça?
J'ai finalement... Voilà, c'est bon. C'est très bien. Voilà. Donc Élise, elle est propriétaire de sa maison avec son chéri, donc Élise et Seb. Ils ont 2 enfants, si mes souvenirs sont bons. Et donc ils sont propriétaires de leur maison, ils ont 33 et 37 ans, et ils ont acheté leur maison sans crédit. Voilà, ils ont acheté sans crédit, je précise, donc, et c'est pas une petite maison qu'ils ont une maison de 140 mètres carrés, que vous avez acheté combien, si tu veux bien le dire, tu peux le dire, hein, faut vraiment pas hésiter à partager ça, parce que des fois il y a des gens qui disent ouais, ils ont acheté leur maison sans faire de crédit, mais c'est une maison à 70 000 euros, voilà, 240 000 euros, bah voilà, bah écoutez, donc ils avaient 240 000 euros d'épargne, et ils ont acheté leur maison 240 000 euros sans crédit, voilà. Mais c'est pas grâce à leur épargne, c'est aussi grâce à leurs investissements, évidemment. C'est pas juste grâce à leur livret A qu'ils ont pu se payer une maison à 240 000 euros sans crédit à 33 ans. Ils ont fait des choix en amont, notamment différents achats immobiliers. Je vous expliquerai ça juste après, mais là, on va commencer par le point de départ, la naissance d'Élise. Donc, Élise, déjà, elle me dit, en introduction, je vais vous lire ce qu'elle m'a mis. Elle me l'a mis à la fin. Elle m'a dit « Merci de m'avoir lu, je ne parle jamais de mon passé et ça m'a fait plaisir de partager une petite partie avec vous. Puisque vous partagez une petite partie de la vôtre aussi, bah, avec grand plaisir, Élise. Et merci à toi d'avoir partagé cette petite partie de ta vie. » Et elle me dit également « On ne jette pas la pierre sur nos parents, car ça nous a permis d'être comme on est et on est fiers de nous. » Voilà, donc ça va être mon introduction et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que vraiment, elle n'a pas eu une vie facile du tout. Donc elle a essayé de condenser un maximum, elle me dit, voilà, c'est pas étalé non plus, mais c'est quand même assez long ce qu'elle m'a partagé. Et c'est largement suffisant, je pense, pour prendre la mesure de la difficulté de vie qu'elle a pu connaître et aussi pour se remettre en question... Là, vous et moi, tous ceux qui allons écouter ce témoignage. Donc, ses parents habitaient dans une caravane sur un terrain en bord de route, sans eau au robinet. Ils tenaient une brocante sur le terrain où ils vivaient. Ça, c'était quand elle était bébé, donc quand elle avait 1 an. Son père, ensuite, a fait 1 an de prison, et s'en est suivi une dizaine d'années de mauvais choix. Des jeux en tout genre, alcoolisme... jusqu'à l'ivresse, tous les jours, cigarettes, etc. Le commerce que tenaient ses parents donc, a fait faillite, ce qui mena à des loyers qui n'étaient plus payés, les dettes s'accumulaient, ma mère cherchait dans les fonds de tiroir pour nous acheter à manger, et ça a duré 1 an jusqu'à ce que nous soyons obligés de partir du jour au lendemain, les menaces grandissantes de notre propriétaire après 1 an de loyer impayé. Donc là, Élise, déjà, elle a vécu dans une caravane sans eau au robinet pendant 11 ans de sa vie. Si j'ai bien compris, c'est ça. Jusqu'à ses 11 ans. À 11 ans, sa mère est allée voir la mairie. Et ils les ont mis tout de suite dans un logement au centre d'urgence. Donc ils mangeaient grâce au panier repas de la Croix-Rouge. Elle dit également, je pourrais en parler des heures de cette période de ma vie, mais pour faire au plus court, son père est ensuite tombé malade d'un cancer de la gorge, et il les quittera après 3 ans de souffrance. Donc de 11 ans à 17 ans, Élise, ils ont vécu déjà le cancer de son papa, et dans des logements d'urgence, et grâce au Resto du Cœur, à la Croix-Rouge, et j'imagine que c'était... et puis dans des centres d'urgence, voilà. Ah, c'est à 17 ans uniquement, Élise, tu complètes ou tu corriges si j'ai mal compris ce que tu m'as dit. À 17 ans uniquement, qu'ils vont aménager dans un vrai appartement à HLM. À 17 ans, d'accord? Donc Élise, jusqu'à ses 17 ans, elle a vécu dans une caravane et ensuite dans des centres d'urgence. À 17 ans, sa mère trouve un vrai travail de fonctionnaire. Elle rembourse les dettes, et elle, Élise, elle commence à travailler. Salut Margot, merci pour ton réabonnement Margot, merci beaucoup. Élise, elle commence à travailler à 17 ans, et donc à 17 ans, ils aménagent dans un HLM. Et c'est à partir de là, donc, entre guillemets, sa vie
prend un meilleur tournant. Elle commence un BTS Management, Élise, tout en continuant les boulots, le soir, les week-ends et les vacances. Retenez bien ça, c'est très important. À 17 ans, Élise commence à travailler tout en faisant un BTS Management. Elle travaille le soir, les week-ends et les vacances. C'est une répétition que je viens de faire, mais c'est très important. Retenez bien ça. Ok. Le soir, les week-ends et les vacances. À 19 ans, elle a presque 10 000 euros de côté. Donc en 2 ans, elle a réussi à mettre 10 000 euros de côté. Alors, et elle a bientôt fini ses études. Un BTS, c'est 2 ans. Déjà, comment elle a pu avoir 10 000 euros de côté à 19 ans? Il y en a qui s'interrogent et qui comprennent pas. Moi, j'étais dans le cas d'Élise aussi, hein, sauf que moi, j'ai absolument pas une vie compliquée. Mes parents m'ont toujours aidé, m'ont toujours soutenu. J'ai absolument pas connu la misère, ni la pauvreté, ni les centres d'urgence. Mais d'un simple point de vue financier, là, Élise, à partir de 17 ans, sa mère a commencé à avoir un vrai travail, c'est ce qu'elle me dit Élise, et elle aussi, elle a commencé à bosser. Élise, tu m'as pas dit si tu avais des frères et sœurs d'ailleurs, si tu peux me le dire, et est-ce que si tu en as, est-ce qu'ils ont un peu le même parcours que toi au niveau de l'argent? Si tu as envie d'en parler, tu peux en parler. Donc elle a 10 000 euros à 19 ans de côté Élise. Juste si on fait 10 000 euros divisé par 24 mois, ça fait 416 euros. Donc c'est juste pour dire aux jeunes qui nous regardent là, si vous en avez la possibilité, non, je vais même enlever cette phrase parce que tout le monde a la possibilité de travailler, si vous en avez la motivation et l'envie, je vous invite vraiment à commencer à travailler le plus tôt possible. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, faites-le. Élise l'a fait, je l'ai fait, beaucoup de gens le font. Faites-le, travaillez, faites du ménage, travaillez dans des hôtels, dans les restaurants. Si vous habitez dans le sud ou dans des coins à vignes, bah, faites des vendanges, les récoltes, faites des choses comme ça. Ça va vous permettre, à 19 ans, d'avoir de l'argent de côté. 10 000 euros à 19 ans, c'est vraiment une somme qui peut paraître énorme pour beaucoup de gens, parce qu'il y a plein de gens qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, qui n'ont pas 10 000 euros de côté. Mais à 19 ans, c'est une somme qui, je vais choquer beaucoup de gens, selon moi, c'est une somme qui est tout à fait normale et absolument pas incroyable. Je veux dire, tout le monde peut avoir 10 000 euros à 19 ans, à 20 ans, parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Si tu travailles pendant le mois de juillet, le mois d'août, de façon full time, et bah déjà tu pars sur 1500, tu pars sur 3000 euros. 3000 euros, déjà, tu as 3000 euros en un an, tu as 6000 euros en 2 ans. Voilà. Bien évidemment, cet argent-là, il ne faut pas que tu le touches, il ne faut pas que tu l'utilises. Il faut que tu vives encore chez tes parents. Voilà. Donc, ça, effectivement, hein, si tu vis plus chez tes parents, bon, bah, voilà. Après, il y a des gens qui vont faire des choix de faire des études payantes, qui vont faire des choix. Chacun fait ses choix. Moi, je vous conseille plutôt de travailler un maximum. Travailler un maximum, le soir, les week-ends, les jours fériés, les vacances. Moi, j'ai vraiment du mal avec les jeunes qui considèrent qu'il vaut mieux profiter de sa jeunesse, parce que si tu profites de ta jeunesse et que tu sors en boîte, que tu sors dans les bars, que tout l'argent que tu gagnes, tu le claques après, bah, t'as des difficultés plus tard dans ta vie, ok? Donc là, Élise, elle a 10 000 euros de côté à 19 ans. Elise nous dit dans le chat plonge babysitting aussi, effectivement. Je trouve aussi ça assez facile quand tu fais la moyenne, comme tu dis. Effectivement, voilà. Donc vraiment, faites-le. En parallèle de vos études. Voilà, en parallèle de... Je sais qu'il y a des études qui sont plus difficiles que d'autres, hein, mais on peut toujours, en parallèle de ces études, travailler un petit peu. Voilà. Vraiment un tout petit peu. Le samedi matin, Super U, tu fais caissier, tu fais tes 10 heures par semaine, tu vas pas être riche à millions, mais si tu fais déjà 10 heures de boulot par semaine, le samedi, eh ben c'est bien, ça te permet d'avoir de l'argent de côté, c'est vraiment super important. Et Elise, donc tu me dis, tu as un demi-frère, une demi-sœur, qui n'ont pas du tout eu mon passé ni mon train de vie. Ok, bah merci Elise. Amy qui dit faut apprendre et se former entre 20 et 30 ans, entreprendre et tester des choses et bosser un max entre 30 et 40 ans et après tu investis pour être plus cool à 50 et former les jeunes. Ouais, moi je suis pas sûr, moi Amy. Moi je suis plutôt pour le... Alors,
bosser un max entre 30 et 40 ans, ouais, si tu veux, mais moi je pars du principe un peu comme Élise, que si tu bosses aussi déjà beaucoup à 18, 20 ans, 22 ans, 25 ans, et bosser beaucoup quand t'es jeune, ça veut pas dire forcément faire 35 heures par semaine, hein. C'est-à-dire que tu travailles le soir, tu fais de la restauration, de la plonge, du babysitting, du service en salle, etc. Quand t'es jeune, tu fais pas du 35 heures. Tu vas bosser tous les soirs, tu vas bosser 2 heures, 2 ou 3 heures tous les soirs. Le samedi, tu peux travailler en full journée le samedi, même le dimanche, tu peux travailler en journée complète. Bon, là, il faut vraiment y aller, vraiment avoir envie, mais tu peux, hein, le dimanche, travailler en restauration, travailler en housekeeping dans les hôtels, faire les chambres, le ménage et tout ça. Bon, il faut quand même te garder quand t'es jeune au moins un jour de repos pour réviser, etc. Mais comme le dit Elise, c'est pas un sacrifice, moi je trouve. Si vous pouvez le faire, allez-y. Moi j'étais très content des fois quand j'étais jeune de dire à mes potes, bah non, ce soir je peux pas sortir parce que je travaille. Puis j'étais content à la fin du mois d'avoir un petit 300 euros de salaire qui tombait parce que j'avais fait des extras en restauration. J'étais quand même très content de ça. Donc voilà. Donc la vie d'Élise à 19 ans, elle est là. Donc vous voyez que son passé, il a été quand même très compliqué. Je vous le répète, je vous le résume. Elle a vécu en caravane jusqu'à ses 11 ans. Ensuite, de 11 ans à 17 ans, elle a vécu en centre d'urgence. Elle a eu un papa qui a fait 1 an de prison, qui a connu l'alcoolisme, les dettes. Ils ont été expulsés de leur logement parce qu'ils avaient 1 an de loyer impayé. C'est seulement à 17 ans, son papa est mort d'un cancer. Et c'est seulement à 17 ans qu'elle a vécu dans un vrai appartement, Élise. Donc quand même, vous imaginez quoi. Et puis le vrai appartement, Élise, que tu as connu à 17 ans, c'était quoi comme appartement? Si ça se trouve, le vrai appartement que tu as connu toi, bah, c'est un appartement que plein de gens ont là et qui considèrent ridicule, tout petit, pas suffisant. Ça se trouve, toi, t'as été dans un appartement à HLM, l'appart, ça se trouve, il était tout pourri, il était minus, c'était dans une tour pourrie, mais t'étais contente parce que t'avais jamais eu de vrai logement avant. Et ça, c'est... Et ça, c'est super, c'est preuve d'une grande résilience aussi, de se dire, bah voilà, toutes les difficultés que j'ai connues, là, j'ai enfin un appartement avec de l'eau qui coule du robinet, avec une douche qui est à moi. Et ça, tu vois, moi, quand j'ai lu ton témoignage, je me suis pris une petite claque quand même. Et j'espère qu'il y en a qui s'en prennent une aussi un petit peu, là. Tous les gens qui se plaignent de leur quotidien parce que ci ou parce que ça. Je suis pas en train de vous dire que votre quotidien, vous n'avez pas le droit de vous en plaindre, hein. On a tous nos problèmes et nos contrariétés. Mais des fois, de se prendre des claques comme ça, bah c'est bien des fois, c'est bien. J'ai eu de la chance, les HLM où on était, c'était un immeuble neuf et c'était un studio. Merci Elise. Il y a Amy qui dit, il faut pouvoir bosser quand on est jeune, c'est sûr. Moi, j'ai bossé toutes les vacances à partir de 16 ans, donc complètement d'accord là-dessus. Par contre, les logements d'urgence étaient très vétustes, nous dit Élise, jusqu'à tes 17 ans. Et en plus, les logements d'urgence, j'imagine que... Enfin, je sais pas, est-ce que vous aviez les douches communes ou est-ce que c'était des douches individuelles? Je sais pas du tout. Donc, à 19 ans, elle a 10 000 euros de côté et elle a terminé son BTS. Et là, je vais vous raconter, donc... un soir, ce qui lui arrive, donc là c'est assez mignon. Un soir, j'invite un garçon à boire un verre chez moi. Et là, je lui ouvre. Tu l'as rencontré où ce garçon d'ailleurs? Tu m'as pas dit. Un jour, j'invite un garçon à boire un verre chez moi. Et là, je lui ouvre. Il voit la photo de mon père dans un grand cadre derrière moi. Et il me dit, ce n'est pas possible. Tu es la fille de... Mais je suis le fils de... C'était incroyable. Il vivait en parallèle la même chose que moi. Son père a connu la prison, caravane, expulsion. À 18 ans, il a même vécu un temps dans une ruine en forêt, sans eau et sans électricité, à cause des mauvais choix de ses parents. Il m'avait vu une fois quand j'avais 6 ans, et nos pères étaient copains. Le destin nous avait réunis. Donc là, elle me parle de Seb, son chéri, avec qui elle est maintenant, et avec qui ils ont 2 enfants. Seb et moi, on emménage. Donc Seb... c'est un mec qu'elle a invité chez elle à boire un verre, et au final, ils se connaissaient déjà. Quand ils avaient 6 ans, ils s'étaient vus. Leur père était ami, mais ils ne le savaient pas. Ils avaient grandi ensuite séparés.
Et le hasard a fait qu'ils se sont retrouvés juste... En fait, tu pourrais en faire un film de cette histoire, parce qu'elle est belle quand même. Tu vois? Et ils se sont rencontrés sur un site de rencontre. Elle nous dit, Elise, c'est fou quand même. Le hasard a fait que tu l'as vu, vous vous êtes vu, vous avez cliqué sur votre profil, vous êtes écrit, et en fait, vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez connus avant, vous aviez connu les mêmes galères, vos pères étaient copains, bref. Tu pourrais en faire un film de cette histoire. Seb et moi, ensuite, donc on emménage dans un ancien poulailler, sommairement restauré, avec toilettes chimiques et lierre qui rentre par les carreaux de la douche. Mais on ne paye que 200 € par mois, tout compris, et on commence à mettre des sous de côté. Alors ce poulailler, juste Élise, dans lequel vous avez vécu, Seb et toi, c'était donc quand vous étiez jeune, vous vous êtes rencontrés donc à 18, à quel âge? À 20 ans à peu près. Voilà, on va dire, dans ces eaux-là, 20-22 ans, vous êtes rencontrés, vous avez vécu, vous avez emménagé ensemble, tu me dis dans un ancien poulailler, ça parle pas, enfin, un poulailler, les gens ils vont dire, bah non, ils ont pas vécu avec des poules, c'est quoi, vous avez vécu dans une grange, parce que tu dis toilette chimique et lierre qui rentre par les carreaux de la douche, donc combien de temps vous avez vécu là-dedans, et c'était, tu dis, on payait que 200 € par mois, est-ce que c'était chez quelqu'un que vous connaissiez, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce logement-là à 19 ans. Moi, quand tu me dis toilette chimique et lierre qui rentre par les carreaux de la douche, je me dis déjà, si tu as des toilettes chimiques, comment tu peux avoir une douche? C'était quoi comme eau? Est-ce que ça se trouve c'était de l'eau de pluie? Combien de temps vous avez vécu là-dedans? Bon, effectivement, si vous payez que 200 € de loyer, ça vous a permis de mettre pas mal de sous de côté. Élise, elle était directrice adjointe d'un magasin Dia, pour ceux qui se rappellent des magasins Dia. Ça n'existe plus maintenant, les magasins Dia, ça a été racheté par... à l'époque, j'étais en grande distribution, j'avais suivi un peu l'affaire. Je crois que Dia, ça avait été racheté par Leader Price ou par Auchan. Ah, je ne sais plus. Mais les magasins Dia n'existent plus. Donc Élise, elle a été directrice adjointe d'un magasin Dia, mais ensuite elle a très vite démissionné pour monter son entreprise et travailler avec Seb, son chéri. Voilà. Alors le poulailler, c'est un ami qui nous a loué ça, c'était un poulailler où il voulait se faire un peu de sous en louant, en sous-louant. D'accord, mais c'était un logement insalubre, hein, faut dire ce qui est, c'était un logement insalubre, voilà. Bon, effectivement, vous payez vraiment pas grand-chose. Mais du coup, il y avait même pas l'électricité. Si, il y avait quand même l'électricité dedans. Ça a été racheté par Carrefour Market Dia. Merci, Yusri. Merci à toi. Donc elle a travaillé un petit peu en grande distribution, Élise. Ensuite, très vite, elle a démissionné pour monter son entreprise avec Seb. Ils sont paysagistes, Seb. Ok. Il y avait l'électricité et l'eau, mais pas de fosse septique. D'accord. Ah oui, d'où les toilettes chimiques. D'accord, ok, je comprends. Et quand tu parles de poulailler, Élise, on est d'accord que c'était plutôt une grange, quoi, hein, parce que il n'y avait pas des poules, des animaux, vous viviez pas avec les vaches et les cochons, quoi. Voilà. J'imagine. Ça faisait combien, quand qu'on se représente un peu, c'était quelle superficie, et puis c'était combien de temps vous avez vécu aussi là-dedans? Si tu peux nous dire ça, le temps que la pub se lance, et après, maintenant, on va passer à la partie un peu plus vie d'adulte et investissement. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ensuite, au vu de leur passé, au vu de leur galère? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en être là où ils en sont aujourd'hui, être propriétaires de leur maison sans crédit? Ok? Je reviens dans 1 minute 30, juste après une petite pub. 15 mètres carrés? Ah oui, 15 mètres carrés, c'est tout petit là où vous viviez alors, hein? Oh, waouh! Ah ouais, une partie était en serre. La plaque de cuisson était posée sur une planche. Ah ouais! Waouh! C'est un truc de fou, c'est fou, c'est incroyable. Incroyable. Ah ouais. Et combien de temps vous avez vécu là-dedans, si tu peux nous le dire? Et je reviens juste après la pub. À tout de suite. Hello! Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. Merci à vous de l'avoir regardé. Donc on continue. Donc Élise nous dit qu'ils sont restés 2 ans de souvenirs dans ce poulailler de 15 mètres carrés avec le lierre qui est rentré par les carreaux de la salle de bain. Elle en rigole aujourd'hui, Élise, mais vaut mieux en rire. Hein, de toute façon, c'est bien. C'est notre passé qui fait qui on est aujourd'hui.
C'est exactement ça. C'est ça, hein, la résilience. Hein. C'est réussir à trouver de la force dans son... c'est réussir à se relever de toutes les embûches qu'on a pu connaître. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. C'était en pleine nature, le top, on était bien, même si ça sentait le moisi. Ah oui. Mais vous étiez en pleine nature. Bon, ok. Donc le but, ensuite, d'Élise et Seb, c'était de monter leur société. Donc, elle me dit... donc ils ont monté leur société, elle me dit, on n'a qu'un but, acheter notre maison de rêve avec terrain. On dépense le strict minimum et on bosse comme des fous. Il m'arrive même de temps en temps de tomber dans les pommes en rentrant à la maison après une journée intense de travail, tellement c'est dur. On achète, après 3 ans de vie commune, nos 2 tout petits appartements à refaire entièrement pour 80 000 €. On les retape les week-ends et on achète ensuite un terrain où on y refait un chalet et on recommence. Et ensuite, ils ont recommencé. La suite, je vous la dirai juste après. Déjà, sur ce passage-là, au bout de 3 ans de vie commune, ils ont pu acheter 2 appartements à 80 000 €. 80 000 € les deux ou 80 000 € chacun. Ça permet de voir, de se situer combien d'argent vous aviez. Parce que là, donc si je fais le calcul, après 3 ans de vie commune, ça veut dire que tu avais 22 ans. Et lui, du coup, 26. Voilà, vous avez 4 ans d'écart. Donc, tu avais 22 ans et lui, 26 ans. Vous aviez 80 000 € déjà à cet âge-là, parce que vous avez acheté cash. Ils n'ont jamais fait de crédit. Élise, elle m'a dit qu'elle n'a jamais fait de crédit de sa vie. Elle nous l'avait déjà partagé, ça, dans les lives. Tu me dis si je me trompe. Mais tu nous as dit que tu ne voulais jamais avoir de crédit parce que tu ne voulais jamais être endetté. Et ça peut se comprendre. Voilà, ça peut se comprendre. Donc effectivement, c'était 35 000 € et 45 000 €. Donc vous avez chacun acheté un appartement, 35 000 € pour toi, 45 000 € pour lui. Donc c'était des petits appartements que vous avez ensuite refait entièrement. Mais juste une question, parce que là, ça va... Il y a des gens qui vont s'interroger, qui vont dire, bon bah ok, à 22 ans et à 26 ans, ils avaient chacun 35 000 € et 45 000 €. Déjà là, il y a des gens qui vont se poser la question, ils vont se dire, mais comment c'est possible d'avoir 35 000 € à 22 ans? Bah, c'est possible si tu travailles. Tu travailles. Alors, Élise, elle est allée jusqu'à tomber dans les pommes des fois parce que à la maison, c'était dur. Bon, oui, voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à ce point-là, hein, bien évidemment. Moi, je suis jamais tombé dans les pommes en rentrant d'une journée de travail. J'ai déjà été exténué, hein, quand j'avais 20 ans, je suis déjà revenu exténué de certains week-ends, notamment en restauration, parce que bah, tu marches beaucoup, parce que tu fais des horaires en coupure, et parce que bah, tu rentres des fois à 2 heures chez toi, mais j'étais très 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 content, et je pense que c'est ça aussi un peu qu'Élise, elle voyait, son objectif c'était avoir un maximum d'argent pour ensuite à 30 ans, être tranquille, être quasiment à la retraite en fait. Enfin, je veux dire, ils sont pas à la retraite, Élise et Seb, mais ils ont 30 ans et ils ont déjà une maison qu'ils ont payée sans crédit. Une maison de 240 000 €. Ok, donc, allez pas jusqu'à tomber dans les pommes quand vous rentrez chez vous après le boulot, hein, comme le faisait Élise des fois. Ne vous tuez pas à la tâche, ne vous tuez pas au travail non plus. Mais si vous en avez la possibilité de travailler un maximum quand vous êtes jeune, ça c'est mon conseil. Vraiment. Et Élise ne pourra aller que dans ce sens parce que c'est aussi le choix qu'elle a fait. Élise, moi ce que je te demandais, c'est est-ce que tu peux expliquer aux gens comment est-ce que à 22 ans et 26 là, comment est-ce que vous avez pu avoir 80 000 € de côté? Bon, là-dessus, j'ai envie de te dire, la réponse, comment vous avez fait, c'est vous avez très peu dépensé, vous avez vécu le plus sommairement possible, vous aviez très peu de dépenses, et votre objectif, c'était d'amasser un maximum d'argent pour pouvoir acheter, investir et acheter. Mais moi, la question que je me pose, et je pense qu'il y en a d'autres qui se la posent aussi, c'est comment est-ce que tu peux acheter 2 appartements à 80 000 € qui sont, comme tu me dis dans ton message, tu me dis à refaire entièrement. Donc ça veut dire que vous aviez encore plus d'argent de côté, parce que
Si vous avez mis vos 80 000 euros dans 2 appartements, vous aviez donc plus. On est d'accord? Parce qu'après, quand tu veux refaire un appart, certes, tu refais tout toute seule. Enfin, vous étiez 2 pour refaire, donc vous n'avez pas payé de main-d'œuvre, mais vous aviez quand même les camions à payer s'il y avait des camions pour... Enfin, vous aviez acheté un camion, j'imagine, pour votre boulot, donc voilà. Mais il faut acheter les matériaux, surtout. Donc, combien vous aviez en tout? En plus des 80 000. J'avais 5 000 euros toujours sur la compte. Toi, tu avais 5 000, et est-ce que Seb, il avait aussi 5 000? Moi, j'arrive pas à me rendre compte combien ça coûte de refaire un appartement en matériaux. Mais donc, toi, tu me dis qu'en gros... Ah, mais vous gagnez bien. Ah oui, vous gagnez au moins 2500 euros par mois. Ah oui, d'accord. Oui, donc vous aviez déjà des gros contrats. Pour rappel, ils sont paysagistes. Hein, enfin, ils sont toujours paysagistes et ils ont commencé à être paysagistes, donc très très jeunes. Oui, donc vous gagnez très très bien là, d'accord. Hein, vous étiez vraiment sur des gros chantiers. Donc là, vous avez mis 80 000 euros dans 2 appartements, plus 10 000 euros de travaux, si on veut être clair. Ok? Vous avez donc retapé les apparts le week-end, en plus de continuer à bosser. Hein, si vous gagnez chacun 2500 euros par mois, vous étiez quand même assez bien confortable. Voilà. Et donc, ils ont fait le choix. Alors, 2500 euros, c'est pas tombé du ciel. C'est qu'ils ont monté leur boîte d'entretien, espace vert, paysagisme, etc., etc. Hein. C'est pas tombé du ciel. Et Elise, en plus, elle a aucune formation là-dedans. Elle a un BTS Management et elle était directrice adjointe d'un supermarché. Ok? Donc, elle n'a jamais passé de CAP ou de BEP dans le paysagisme, ni dans les espaces verts ou quoi que ce soit. Bon, bref. Ils ont monté leur boîte. Ils se sont fait tout seuls. Là, c'est encore vraiment, c'est un exemple que je veux vous partager. C'est vraiment prendre en exemple tout. Franchement, tous les choix qu'ils ont fait, pour moi, c'est un exemple. C'est super inspirant. Donc, ils se sont fait tout seuls. À 22 ans, déjà, ils gagnaient 2500 euros de salaire chacun. Donc là, je suis pas en train de vous dire, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, montez votre société. Parce que perso, j'ai pas l'âme d'un entrepreneur. Moi, je préfère un peu la sécurité, le petit truc pépère. Si vous pouvez être fonctionnaire ou si vous pouvez travailler dans le privé et trouver une petite boîte qui vous paye bien avec des primes d'intéressement, des primes de participation, des 13e mois, des mutuelles, des places de cinéma à 5 euros au lieu de 10 euros, etc. avec votre comité d'entreprise, machin, là, les chèques vacances et les tickets resto. Si vous pouvez faire ça, moi je vous dis, faites ça, c'est beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisé. Parce que j'ai pas l'âme d'un entrepreneur. Par contre, Elise, ils ont monté leur boîte, ils ont réussi à trouver les bons clients. Si j'avais continué à travailler à Dia, je gagnais 1800 euros. Bah déjà, tu gagnais déjà 1800 euros en tant que directrice adjointe. À l'époque, on a le même âge, c'est déjà quand même pas mal, tu vois. Moi, j'étais pas directeur adjoint, mais on a commencé à travailler en même temps, aux mêmes années, parce qu'on a le même âge plus ou moins, bon, presque quoi. Moi, j'ai jamais été à 1800, et le max que j'ai été, c'était 1500. Bon, j'étais pas directeur adjoint, j'étais un peu en dessous. Et c'est vrai que le directeur adjoint de mon restaurant, il gagnait dans les 1800-1900, donc voilà. Mais voilà, elle a monté sa boîte, ils ont monté leur boîte, elle est passée de 1800 euros de salaire à 2500. Bon, en cravachant, hein. Elle nous a dit que des fois, elle rentrait chez elle, elle est déjà tombée dans les pommes, quoi. Donc, c'est vous dire qu'ils ont taillé de la pelouse, hein. Voilà, hein. Ils ont bossé. Donc, premier investissement immobilier à 22 ans, 2 appartements à 80 000 euros, plus à peu près 10-15 000 euros de travaux, allez, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? J'imagine que vous avez revendu ces appartements, non? On a ensuite acheté un terrain et on a fait un chalet. Donc là, est-ce que vous avez revendu les 2 appartements d'un coup? Vous avez fait une plus-value, en toute logique. Et ensuite, avec cette plus-value, vous avez acheté un terrain, puis vous avez construit. Mais du coup, vous viviez où? Est-ce que sur ce terrain-là, vous avez vécu en caravane le temps de construire votre chalet sur ce terrain? Ou est-ce que, voilà, vous avez vendu d'abord un appartement? Ok, donc vous avez revendu un appartement à 90 000 euros. Donc déjà, tu revends un appart, le prix où tu en as acheté 2. Donc tu vois, c'est quand même assez fort. Donc vous avez revendu un premier appart, vous avez acheté un terrain, vous avez commencé à construire un chalet. Le deuxième appartement, vous l'avez vendu ensuite. Voilà. En fait, ce que vous avez fait, c'est que dès que votre futur logement était prêt à être habitable, vous vendiez là où vous viviez précédemment. C'est ça, hein, si je comprends bien, votre mode de fonctionnement. Voilà. Donc là, vous avez vécu dans l'appartement de Seb,
vous avez construit votre chalet sur le terrain. Dès que le chalet était prêt, vous avez vendu le deuxième appartement. Vous êtes allé vivre dans le chalet sur ce terrain-là. Et vous avez fait ça 5 fois de suite. Sur 10 ans. Donc pendant 10 ans, donc de 22 à 32 ans, ils ont fait 5 achats immobiliers et 5 reventes. Ah, c'est quand même, franchement, j'aurais aimé lire ton témoignage plus tôt parce que franchement, je pense que j'aurais fait pareil en fait. Tu vois, nous, avec ma femme, on a acheté un appartement il y a 8 ans, qu'on a revendu à peu près 50, on a fait en plus-value, on n'a peut-être pas fait 50 000 euros de plus-value, parce qu'on a fait des travaux dans ce logement, donc on a peut-être fait 30 000 euros de plus-value dessus. Ces 30 000 euros nous ont permis de... Voilà, d'acheter cette maison qui vaut le double, voire même 2 fois et demi le prix de l'appartement qu'on avait acheté. Mais si avant ce premier appart, on avait acheté un plus petit studio en bord de mer plutôt que de louer, parce qu'on a loué pendant 3 ou 4 ans quand on est arrivé dans le sud de la France. Si on avait acheté directement, si je t'avais connu plus tôt, ben, j'aurais fait exactement pareil. Mais clairement. Donc en 10 ans, ils ont fait 5 achats immobiliers et 5 reventes. Donc vous voyez que ça veut dire quoi? Maximum 2 ans au même endroit, plus ou moins. Plus ou moins, hein, selon comment avancer les travaux. Alors il faut être manuel, il faut réussir à faire des travaux. Hein. Dans leur cas, ils le font. Donc voilà. Et ils ont toujours gardé plus ou moins 10 000 euros chacun de côté. C'est leur sécurité psychologique, 10 000 euros chacun de côté. Mais donc, ils sont quand même partis de rien. À 17 ans, elle avait rien, Élise. Hein, elle a connu un vrai logement à 17 ans. Au bout de 2 ans, déjà, elle avait 10 000 euros de côté parce qu'elle a travaillé en faisant la plonge et le babysitting. Et au bout de 15 ans, ouais, de 17 pour aller à 33 ans, ouais, ça fait 15 ans, ouais, 16 ans. En 16 ans, Élise, elle a une maison qui vaut 240 000 euros et qu'elle a payé sans jamais être allée voir une banque. Juste ça, c'est une maison de 140 mètres carrés. Juste ça, moi j'ai envie de vous dire, si là il y a des jeunes qui nous regardent, en fait peu importe la vie que vous êtes en train de mener, vous arrêtez tout, vous faites comme Élise. Surtout si, contrairement à Élise, vous avez la chance d'avoir des parents qui vous aident, qui vous ont payé le permis, comme c'est mon cas, qui vous ont payé des fois des voyages pour aller en Erasmus, etc., comme c'est mon cas, parce que moi je fais le fanfaron, je vous dis, je suis parti en Australie, je suis parti en Afrique du Sud, etc. Bon, j'avais des bourses, donc c'est le Crous qui m'a payé des trucs et tout, mais mes parents ils me donnaient de l'argent aussi. Voilà, Élise, elle est jamais allée en Erasmus. Hein, j'imagine qu'elle a jamais voyagé parce qu'elle ne pouvait pas tout simplement le faire. Donc on a tous une vie différente. Mais vraiment, inspirez-vous de ça. Si là il y a des jeunes de 20 ans, 25 ans qui nous regardent, il est jamais trop tard. Même si vous avez 30 ans, il est jamais trop tard pour se dire, bon, est-ce que je peux commencer à investir? Si vous êtes un peu manuel, qu'est-ce que je peux acheter comme studio pour le retaper, pour le revendre? Vous n'allez pas forcément le revendre le double de son prix. Hein. Élise, elle a acheté son appart 35 000 euros, elle l'a revendu 90 000. Tout le monde ne peut pas faire ça non plus. D'accord? Mais même si vous l'achetez 35 000 et que vous le revendez 70 000, même si vous faites une petite plus-value, je veux dire, ce sera toujours ça de gagner pour vos investissements futurs. Bon, après, il faut avoir l'âme de vouloir faire des travaux, ou alors de vouloir faire des travaux. Donc là, on devient investisseur immobilier, c'est autre chose. Mais franchement, Élise, ouais, je te le redis, hein, j'aurais aimé lire ça il y a 10 ans. On aurait peut-être eu encore une maison encore plus incroyable, nous, tu vois. Mais moi, je suis quelqu'un de très frileux, de très couille molle avec mon argent, même si je fais le beau et que je vous dis prenez des risques, investissez un peu en bourse, etc. Hein, moi, j'investis en bourse, je sais pas, 5% du patrimoine qu'on a. Hein, j'ai 2000 euros investis en bourse, hein, pas plus. Vous voyez, vraiment, c'est ridicule. Alors que je pourrais investir beaucoup plus. J'ai jamais investi en immobilier parce que j'ai peur. Mais si vous avez un tempérament qui est différent du mien, allez-y. Allez-y.
Vraiment. Je suis trop frileuse pour la bourse, nous dit Élise. Ah bah pour moi, l'immobilier, c'est beaucoup plus risqué que la bourse. Mais tu vois, c'est chacun voit sa sécurité là où il a envie de l'avoir, c'est tout. Hein. Élise, elle nous dit qu'il y a un achat qu'ils ont fait, c'était juste un terrain qu'on a débroussaillé, taillé les oliviers, c'était en friche, et on a fait une belle plus-value en 1 an. Ah, c'est juste le terrain, vous n'avez même pas construit sur le terrain. En fait, vous avez acheté un terrain en friche, que vous avez restauré, que vous avez reviabilisé plus ou moins, et vous avez fait une plus-value que sur un terrain. Ah oui, ça c'est fort quand même. Ah, ça c'est vrai que c'est fort ça. De se dire, bah là, ce terrain-là, je l'achète tant, je le remets à propre. Ah ouais, tu vois, non mais c'est important de partager ça. C'est vraiment, merci beaucoup Élise. Et donc là maintenant, Élise et Seb, ils ont 33 et 37 ans. Ils n'ont jamais payé de loyer de leur vie. Jamais. Ils n'ont jamais dû... Enfin si, ils ont payé 200 € de loyer quand ils vivaient dans leur poulailler de 15 mètres carrés, là. Mais voilà, sinon ils n'ont jamais payé de loyer de leur vie. Ils n'ont jamais fait de crédit non plus de leur vie. Et ils ont acheté leur maison de 140 mètres carrés à 240 000 € sans crédit. On est les plus heureux, on est serein, car notre maison est à nous et personne ne nous mettra dehors. On est économe, mais on sait dépenser quand il le faut, on ne se prive pas. On travaille à mi-temps maintenant pour garder nos enfants, qui ont 8 mois et 2 ans et demi. On gagne en moyenne sur l'année 1 400 € par mois chacun, et on s'en sort très bien. On refait nous-mêmes notre maison à notre goût, et pour nous rendre plus autonomes en nourriture, en eau et en électricité. Le chemin est encore long pour ça, et on a des projets plein la tête. On ne jette pas la pierre sur nos parents, car ça nous a permis d'être comme on est, et on est fiers de nous. Voilà, notre passé fait de nous qui on est aujourd'hui. Il faut jamais jeter la pierre à son passé. Merci Élise d'avoir partagé ça. J'espère que ça vous a plu d'écouter ce témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, sur le chat. Là, vous êtes tous très silencieux. Vous laissez Élise parler. Vous avez raison. Hein. Mais vous pouvez aussi poser vos questions. N'hésitez pas. Je voulais rebondir sur ce qu'elle dit là aussi. Ça aussi, c'est une leçon de vie. Qu'avec ma femme, on essaye de vous partager le plus souvent possible. Ça va reprendre un peu l'introduction que je vous ai fait tout à l'heure sur soyez heureux, soyez fiers de vous. Et là, donc, Élise, elle nous dit que maintenant, ils gagnent 1 400 € par mois chacun. Et on s'en sort très bien. Rappelez-vous, au début, quand ils n'avaient pas d'enfants, ils gagnaient 2 500 € chacun. 2 500 € chacun, ils gagnaient. Donc 5 000 € à deux, sans enfants. Maintenant, ils ont des enfants, ils gagnent 3 000 € à deux avec des enfants. Donc là, il y a des gens qui vont se dire, mais c'est pas un choix logique. Normalement, quand tu as des enfants, tu dois travailler plus pour gagner plus d'argent parce que avoir des enfants coûte plus cher. Il y a plein de gens, là, je suis sûr, qui vont regarder ce replay sur YouTube, qui vont se dire, mais comment c'est possible? Tu gagnes 5 000 €. Ensuite, tu fais des enfants et tu décides volontairement de te mettre à mi-temps, de prendre moins de chantier. Ils sont paysagistes, hein, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi. Comment tu peux faire ce choix-là de passer de 5 000 € à 3 000 € par mois alors que tu as 2 enfants, dont un bébé de 8 mois? Mais encore une fois, c'est le bon choix. Il y en a qui vont dire il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix dans la vie. Si, il y a plein de mauvais choix. Il faut être conscient des mauvais choix qu'on fait. Il faut être conscient qu'on a fait plein de mauvais choix dans sa vie avant. Moi, j'ai fait plein de mauvais choix, vous avez fait plein de mauvais choix. Si je vous demande là de lister dans le chat tous les mauvais choix que vous avez faits, je suis sûr que vous pouvez m'en trouver 10. Hein, avoir commencé la cigarette, être resté aussi longtemps avec votre ex, avoir vécu au crochet de vos parents pendant trop longtemps, avoir choisi ce métier plutôt qu'un autre, avoir arrêté vos études, avoir pris un prêt étudiant, avoir déménagé dans cette ville alors que... Bon, des mauvais choix, on en fait tous, d'accord? Mais il y a des choix, on peut dire que c'est des bons choix. Et pour moi, quand on a des enfants, le meilleur choix qu'on peut faire, c'est de travailler moins. Et je sais que ça va choquer plein de gens, hein, surtout que là on parle argent ce matin, même si on ouvre un peu plus là quand même. On envoie la pensée un peu plus loin là que notre porte-monnaie, strict porte-monnaie. Mais faire des enfants, travailler moins quand on a des enfants, c'est super important.
Et ça, il y a trop de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord déjà. Et Élise, là, du coup, vous gagnez beaucoup moins d'argent. Est-ce que ça vous a handicapé ou pas à un moment donné dans votre vie? Le pub, je reviens tout de suite. Et je vais boire un coup, là. J'ai soif. Salut! Salut, salut! Merci à vous d'avoir regardé cette petite publicité. On est encore ensemble pour une petite demi-heure, peut-être un petit peu moins. Ah, j'ai oublié de fermer ma porte. Je referme ma porte. Hop là! Parce que ma femme est assistante maternelle et il faut pas que je fasse trop de bruit, bien évidemment. Donc, on en était où juste avant la pub? Oui, je vous posais la question suivante. Salut à toi, Solal Moreau. Comment ça va? Salut à toi, bienvenue à toi. Avant la pub, je vous posais la question suivante. Est-ce que vous trouvez normal, vous, dès lors qu'on a des enfants, de moins travailler? Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec cette façon de penser. Donc Élise nous dit qu'ils sont très bien comme ça, ils gagnent moins d'argent aujourd'hui, mais ça va, ils sont heureux, ils s'en sortent. Il y a Maë qui dit... alors Pauline est totalement d'accord. Maë qui dit « Moi je travaille moins aussi depuis que j'ai un enfant, c'est un choix pour avoir du temps à lui consacrer. » Pauline qui dit « Beaucoup de gens disent qu'ils travaillent dur pour leurs enfants, mais je pense qu'ils n'ont pas compris ce dont ont réellement besoin leurs enfants, au moins jusqu'à l'âge du collège. » On est entièrement d'accord avec ça, Pauline. Salut à toi, Zazabella44. Donc, Élise et Seb, voilà, donc ils gagnaient 2500 € par mois, chacun. Et maintenant, ils sont passés à 1400 €. Ils ont leur société et ils s'en sortent très bien comme ça. Ils ont encore plein de projets, plein la tête. Donc, encore une fois, merci à toi, Élise, vraiment, parce que... et puis, ce que je trouve fou dans ton histoire, c'est que tu as rencontré Seb, et que Seb, en fait, c'est quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Et c'est même quelqu'un que tu as côtoyé quand tu étais petite, sans t'en rappeler vraiment. Vos papas étaient amis et vous avez vécu la même chose. Vous avez vécu en caravane. Enfin, quand tu me dis que Seb, lui, il a carrément même vécu dans une ruine, en forêt, sans eau et sans électricité. Est-ce qu'il a vécu seul, d'ailleurs? Tu me dis, à 18 ans, il a même vécu dans une ruine, en forêt, sans eau et sans électricité. Est-ce qu'il était seul? Seb à ce moment-là, et quelle relation il a lui avec ses parents, parce que toi tu me dis que t'en veux pas à tes parents, est-ce que lui c'est pareil? Non, tu me dis on ne jette pas la pierre sur nos parents, voilà, c'est donc tous les deux vous avez un peu... Oui, salut Solal, j'ai vu ton message, oui ça va, mais t'as 12 ans d'âge mental, Solal, ou quoi? Écoute, sois sérieux s'il te plaît. Est-ce que Seb du coup il a connu la... Il a vécu, enfin, tu dis qu'il a connu aussi la pauvreté et la précarité comme toi, et quand tu me dis qu'à 18 ans, il a vécu dans une ruine, il vivait seul avec son chien, ouais, d'accord, donc c'était vraiment... il était vrai... Et ouais, pendant pas un an, mais... ouais, donc là, il était vraiment SDF, quoi. Il était vraiment SDF pendant plusieurs mois, quoi. Jusqu'à trouver ce petit logement dans ce poulailler, là... dont tu nous as parlé tout à l'heure, de 15 mètres carrés. Et est-ce que toi, ça t'a pas fait bizarre, justement, de sortir de ce HLM neuf à 17 ans et à 19 ans, 20 ans, de te mettre avec Seb et de retourner, du coup, dans cette précarité, en fin de compte? Tu t'étais dans un HLM tout beau, tout neuf, enfin, t'as quand même attendu 17 ans pour connaître un confort et un logement confort. Et à 19 ans, tu rencontres Seb, et Seb, il vit dans un poulailler de 15 mètres carrés. Et ça a dû te faire quand même bizarre de te dire, je retourne... Est-ce qu'à un moment donné, dans ta tête, tu t'es pas dit, là, je fais marche arrière, en fait, tu vois? Parce que tu avais de l'argent de côté, tu rencontres Seb, vous êtes amoureux et tout, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas quand même dit, je fais marche arrière, là, je retourne dans une pauvreté, dans une précarité... je vais vivre dans un poulailler avec des carreaux cassés. Je veux même pas savoir l'hiver que tu peux passer dans ce type de logement-là, quoi, tu vois. Ses parents sont partis en Creuse et sur la région parisienne, mais lui est resté dans le sud. Pour moi, c'était mieux d'être dans la nature avec Seb. Ah, c'est beau l'amour.
C'est beau, non mais c'est beau ce que tu dis, c'est beau, non mais c'est beau, enfin, y a pas d'autre... voilà, qu'est-ce que tu veux dire d'autre, voilà. Et puis après, vous n'êtes pas resté dans cette précarité très longtemps, en fait, hein, parce que combien de temps vous êtes resté dans ce poulailler, même pas... voilà. 1 an, non, 3 ans. 3 ans, c'est ça. Ouais, si, quand même, vous êtes resté quand même un petit moment, quand même, hein. Ouais, hein. Vous êtes quand même resté quand même 3 ans hein, dans ce logement de 15 mètres carrés avec le lierre qui rentrait par les carreaux de la salle de bain, là. Quand même 3 ans, c'est beaucoup. Il y en a qui pourraient dire, putain, mais... Enfin, comment vous avez fait l'hiver, quoi, tu vois? Après, vous étiez jeune, fou, amoureux, vous avez mis des couettes et des peaux de bête, quoi, voilà, c'est ça, hein. Euh, Et tu nous dis, j'allais vers du mieux pour moi, c'était pas un immeuble. Ah, t'étais pas bien dans l'immeuble, même si c'était un HLM tout beau, tout propre, tu préférais vivre dans une ruine insalubre et moisie, en pleine nature, plutôt que dans un appartement neuf dans un immeuble. C'est ça que tu es en train de dire, Elise. Ça, c'est fort aussi, quand même. Hein. Ça, c'est fort aussi. Ça peut faire réfléchir plein de gens. Hein. Ça peut faire réfléchir plein de gens aussi, ça. Là, je pense qu'en 1 heure de live, Elise, elle nous a dit au moins 3 ou 4 phrases. On s'est tous pris 10 ou 20 claques dans la bouche, là, tu vois. Non, mais c'est vrai. Bah, qui dirait ça qui oserait dire ça? J'imagine, je vous donne un logement HLM neuf. Elle nous a dit, Elise, c'était neuf. Je vous donne un studio dans un logement HLM neuf, où tout est beau, tout est propre, tout vient d'être fait. Et puis à côté, je vous donne une ruine de 15 mètres carrés avec du lierre qui passe par les carreaux. Donc j'imagine même pas de système de chauffage, évidemment. Des toilettes chimiques qu'il faut aller vider dans la fosse septique pendant 3 ans. Et Elise, elle nous dit qu'elle a préféré vivre là-dedans plutôt que dans un immeuble. C'est quand même... Moi, c'est pas... Là, c'est pas n'importe quoi ce qu'elle nous dit. Donc merci encore Elise. J'espère que la vie d'Elise vous aura inspiré, vous aura fait réfléchir sur une chose dans votre vie ou sur plein de choses, j'en sais rien. Moi en tout cas, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Ça permet de se remettre vraiment en question. J'espère aussi que voilà, si y a des gens qui ont un peu tendance à toujours se mésestimer, à toujours dire qu'ils sont nuls, qu'ils servent à rien, qu'ils arrivent à rien, qu'ils ont une vie merdique. Voilà, j'espère que ce témoignage d'Élise, là, vous aura permis aussi de reprendre une petite confiance en vous, de dire, bah en fait, ma vie, elle est pas si nulle, j'ai un logement qui est pas mal, ou j'ai un métier qui est pas mal, ou j'ai un chéri ou une chérie qui m'aime. Déjà, il faut s'accrocher juste à ça, à des choses comme ça. Sans déconner, Élise, elle était amoureuse de Seb, elle est partie vivre dans un truc tout pourrave, là. Sans déconner, elle faisait caca dans des toilettes de camping-car pendant 3 ans, je suis désolé. Alors qu'avant, elle vivait avec sa maman dans un HLM tout beau, tout neuf. Rien que ça, à un moment donné, tu vois, tu pourrais voir le verre à moitié vide et à te dire, mais non, je vais pas vivre dans du moisi et tout ça. Mais non, mais elle voyait le verre à moitié plein, l'amour, son chéri, la nature, et ça lui suffit, quoi. Tu vois? Un immeuble, c'était être avec plein de gens les uns sur les autres, je ne me sentais pas bien. Mais je remercie pour ce logement qui a été un tremplin pour moi. Bah oui, bah surtout que tu as attendu 17 ans avant de trouver un logement digne de ce nom. Effectivement, bah oui, j'imagine que oui, tu ne peux que remercier la mairie. Ou alors tu pourrais aussi leur dire, bah vous auriez pu nous en donner un avant, mais bon voilà, on va pas refaire son passé. Mais là, je conclurai en adressant un message à tous les gens voilà, qui ont des fois, bah, vous n'avez pas confiance en vous, vous trouvez que voilà, bah, j'espère que ce témoignage d'Élise vous aura aidé. Et un deuxième message que je veux faire passer aussi, c'est aux gens qui ont tendance à faire du misérabilisme. Le misérabilisme, c'est quoi? Vous savez, c'est un peu ces gens qui trouvent toujours le négatif dans tout, et en fait, ils vont même pas trouver le négatif chez eux, en fait, ils vont trouver le négatif chez les autres, et ils vont toujours considérer que les gens, en fait, le misérabilisme, c'est les gens qui disent « Oh, les pauvres, mais il faut les aider, mais lui aussi, il faut l'aider. Oh, mais non, mais il faut qu'il s'en sorte, mais il faut qu'on l'aide, lui. Ah, mais lui, le pauvre, regarde, il s'en sort pas. C'est pour ça qu'il est sur les ronds-points à cuire ses merguez avec son gilet jaune. Il faut pas lui jeter... » Tu sais, le misérabilisme, c'est les gens qui voient toujours la misère chez les autres. Tu vois?
quand tu les écoutes parler, moi j'avais des abonnés comme ça, bon, ils sont plus là, elles sont parties parce que elles en avaient marre de mon discours. Moi, mon discours, il est super positif, et moi, c'est plus un discours en mode, ben, t'es dans la misère, t'as connu, t'es dans la détresse, tu peux t'en sortir, essaye de faire quelque chose, essaye de te raccrocher à une corde, je sais pas, à une association, à quelqu'un, mais pleurer tous les jours, se dire que tout va mal en France, que rien ne va en France, faire tout le temps justement du misérabilisme en mode y a rien qui va, tu sais, c'est cette espèce de nivellement par le bas de toujours dire ouais mais non mais on pourrait faire tellement plus, regarde le pauvre il s'en sort pas avec son salaire. En politique c'est un peu ça, ce discours là que moi je reproche à certains partis politiques, de toujours dire bah voyez les gens ne s'en sortent pas. Non, il faut arrêter de dire les gens ne s'en sortent pas. Arrêtez de parler au nom des gens. Arrêtez de tout le temps voir la misère. Il y a des gens, ils voient la misère chez tout le monde, alors que... Et en fait, ils se nourrissent de ça politiquement pour faire un peu les Caliméros, les sauveurs de Caliméros. Et il y a aussi des gens, en fait, ils vivent dans un climat politique et dans un climat sociétal tellement triste que ils arrivent pas à voir le positif dans leur vie, et du coup ils se disent ouais ok, je vais aller dans ce discours là. Ok, c'est dur de vivre avec 1400 euros. Oui, on s'en sort pas avec le SMIC. Oui, c'est dur. Oui, la France c'est nul. Oui, l'école c'est nul. Oui, la sécurité sociale c'est nul. Oui, on paye trop d'impôts en France. Et du coup, il y a des gens, ils vivent comme ça dans une espèce de climat morose, sombre, triste. Alors que la vie, elle dure pas longtemps, les gars. La vie, elle dure quoi? 70 ans, 80, 100 ans, si t'as de la chance de vivre jusqu'à 100 ans. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à te plaindre, à pleurer, à tout le temps à vouloir aller manifester, à tout le temps être morose, à tout le temps être triste, et à tout le temps dire « on gagne pas assez d'argent, il faudrait que la Sécu rembourse plus de ci, de ça, il faudrait qu'on ait plus d'aide de la CAF, il faudrait qu'on paye moins d'impôts. » Bon, ok, mais si tu veux, mais pourquoi perdre ton temps à tout le temps vouloir être contre? Il y a des gens, ils sont tout le temps contre tout, ils sont jamais heureux. Quand tu les entends parler, il y a tout le temps des problèmes chez eux. Et peu importe le salaire que tu vas leur donner, ils seront jamais contents. Tous ces gens-là qui un jour, si le SMIC est à 1800 euros parce que la gauche gagne, si la gauche gagne dimanche, ce qui est possible, hein, et si la gauche gagne, bravo à eux, on va mettre le SMIC à 1600 euros, ils seront pas contents. Ils seront pas contents. Dans un an, ils continueront de dire qu'ils sont pas contents et qu'il faudra mettre un SMIC à 1800. Mais non, voyez pas la vie comme ça. Prenez exemple sur Élise. Si vous considérez que moi je suis pas un exemple, que je vous inspire pas parce que j'ai pas connu énormément de détresse dans ma vie, j'ai fait des choix forts, notamment de vivre avec très peu d'argent. C'est un choix fort pour moi, je considère que c'est un choix fort. De faire le métier que je fais, je considère que c'est un choix fort. De gagner 800 euros par mois, et encore, je fais même pas 800 euros par mois, ça fait 3 mois que j'ai pas de salaire là. Ça fait 3 mois que je gagne 0 euros. Mes seuls revenus, c'est les revenus de la CAF, les allocations familiales là. On n'a pas fait des enfants pour les allocations familiales, je vous rassure, mais en France, il y a des allocs, on touche les allocs, c'est comme ça. Donc moi, mes revenus, c'est la CAF, hein, 600, entre 600 et 700 euros là, de CAF là. Pour moi, c'est un choix fort. J'ai fait ce choix-là pour être avec mes enfants, pour les emmener à l'école. Et si je voulais gagner plus d'argent, j'irais travailler à Leclerc. Comme dit Emmanuel Macron, si je veux gagner de l'argent et si je veux travailler, je traverse la rue et je vais travailler à Leclerc. Et puis je vais aller mettre des surgelés dans les rayons. Ou alors je vais à l'usine. Il y a 50 000 usines autour de chez moi. Mais mon choix, c'est de travailler moins, de vous divertir, de vous apprendre des choses, j'espère, sur Twitch et YouTube. Ça, c'est mon seul choix fort dans ma vie, en fait. J'ai pas connu de difficulté, moi. Donc je peux comprendre, hein, les gens qui me jettent la pierre, qui disent « Mais tais-toi, toi t'es un blanc, t'as pas connu de difficulté, tes parents ils t'ont payé ton permis de conduire. » Ouais, vous avez raison, jetez-moi la pierre si vous voulez. Voilà, là je vous partage le témoignage d'Élise. Il y a 15 jours, je vous ai partagé le témoignage de Dali, qui a vécu dans un logement HLM avec ses 7 frères et sœurs, ses 7 sœurs. Dali, elle gagnait pas un rond, ses parents, ils travaillaient pas, ils étaient au chômage, bref. Maintenant, Dali, elle gagne, je crois, 2500 euros par mois. Voilà, ça, c'est des gens qui peuvent peut-être vous inspirer. Et c'est ces gens-là qu'il faut prendre en exemple. C'est pas les pleureurs qui viendront toujours vous dire « Votre vie est triste, vous gagnez pas assez d'argent, demandez plus, plaignez-vous, manifestez. » Non, moi, je dis
Soyez heureux, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et de votre santé physique, et prenez soin de vos proches, et surtout soyez heureux. Et j'espère qu'Élise, là, elle a réussi à vous inspirer, et je vais m'arrêter là-dessus, parce que je parle trop, c'est la fin de ce live, merci à vous de m'avoir écouté, merci encore une fois à Élise de nous avoir partagé sa vie. Change ce que tu changes, nous dit Amy. Voilà, effectivement, changez ce que vous pouvez changer. J'espère qu'il y a des gens qui vont avoir un petit déclic là pour changer quelque chose. Ce live sera en replay sur YouTube, mais ce live sera en replay sur YouTube dans 3 à 6 semaines. Si tu veux le voir instantanément, il est super ce live en plus. Je t'invite à t'abonner. Ça te coûtera 4 € si je dis pas de bêtises. Ça nous soutiendra, Bibou et moi. Tu peux t'abonner que pour un mois, hein. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Réactivez votre abonnement Prime gratuitement si vous avez un abonnement à Amazon Prime, s'il vous plaît. Et vous pouvez faire le choix de vous abonner pour 1 mois, ou pour 6 mois, ou pour 12 mois, comme vous voulez. Il y en a qui le font depuis 3 ans maintenant, donc merci beaucoup, ça nous aide vraiment beaucoup. Et ça peut être que 1 mois. Vous pouvez vous dire, bah voilà, bah allez, je m'abonne je mets 4 € ce mois-ci. J'ai accès au replay instantanément, et puis bah, j'aide Juliana et Julien comme je peux, voilà, et nous, ça nous aide vraiment beaucoup, hein. N'oubliez pas que les petits fleuves font les grandes rivières, et que chaque personne qui regarde une publicité sur Twitch ou sur YouTube, ou chaque personne qui s'abonne sur Twitch ou sur YouTube, merci Amy de t'abonner également, d'être devenu membre sur YouTube, c'est 1 € par mois sur YouTube, effectivement. Élise aussi, je sais qu'Élise aussi, elle est membre sur YouTube, peut-être d'autres, je n'ai pas tous les noms, vous êtes, je crois, une vingtaine, une trentaine à être membre également sur YouTube, donc nous, ça nous permet de faire rentrer un peu plus de chiffre d'affaires, et ça nous aide énormément. Si notre contenu vous plaît, ou si des fois il vous énerve, mais que bah, vous trouvez quand même ça intéressant, bah, n'hésitez pas à le faire une fois de temps en temps, ça nous aide vraiment beaucoup. Je vous fais des gros bisous. C'était Julien, je vous laisse pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h30 avec Bibou, 20h30 avec Bibou ce soir, ça sera notre live, petit live en couple de ce soir, voilà, on parlera pas politique ce soir, hein, on fera un petit live un peu plus cool. Je pense que Bibou, elle vous parlera peut-être des profils de personnalité, on verra ça, parce que c'est intéressant. On fera un petit live assez intéressant ce soir aussi, vous allez voir. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Julien pour vous servir. Merci à vous d'avoir suivi ce live en replay sur YouTube. Sur YouTube, petit pouce et commentaire obligatoire, hein. Commentez obligatoirement sur YouTube, même juste si c'est pour dire bonne journée, merci, ou c'était nul, ou c'était bien. Les commentaires sont très très importants sur YouTube. Merci beaucoup les amis. Ciao ciao. C'était Julien, il est 11h20, c'est parfait, j'ai respecté mon timing. Je vous lance une petite publicité, là tout de suite maintenant, regardez-la avec amour, et puis après vous pouvez quitter ce live et reprendre votre activité, vos activités normales quoi. Allez, ciao ciao, merci les amis.